Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. La théorie décoloniale veut se détacher un tout petit peu de ce qu'on appelle postcolonial en français, parce qu'en français, ça indique trop une temporalité, coloniale, postcoloniale. Décolonial, ça appuie sur le fait que quelque chose qui s'est construit pendant la période coloniale se poursuit, continue à agir dans notre temps présent. La pensée décoloniale, c'est vraiment de penser comment le pouvoir lui-même, le pouvoir tel qu'il s'institue dans des institutions comme l'armée, la police, le tribunal, le gouvernement, la manière d'établir la République, continue à être structurée par ces pensées coloniales et racistes. Donc la décolonialité, décoloniser aujourd'hui, c'est vu comme ce que disait François Fanon, c'est un processus historique, donc ça ne s'arrête pas au moment où finalement l'empire colonial aurait pris fin en 1962. Ça se poursuit, en tout cas pour le cas français, ça se poursuit. Dans les savoirs, oui, il y a eu de gros progrès en France autour des études sur le colonialisme, l'esclavage, la représentation des Noirs, la représentation des musulmans, la question du travail genré, racisé. Il y a des études historiques, sociologiques, de théorie aussi, qui sont maintenant disponibles. Mais ça reste quand même marginal. Par exemple, les musiques qui sont nées de l'esclavage et qui sont donc dans le chant français, puisque c'est dans les colonies esclavagistes françaises, que ce soit dans les Antilles, en Guyane ou à l'île de la Réunion, n'ont pas été pendant très longtemps considérées comme des musiques ayant droit de cité. Voilà, par exemple, je pense au Maloya à l'île de la Réunion, qui est resté longtemps non seulement interdit de radio, parce que c'était considéré comme une musique vulgaire, alors que c'est une musique extrêmement intéressante pour un musicologue, pour un historien, dans sa composition, mais aussi dans ses paroles, où on voit que ça vient de Madagascar, mais aussi d'Afrique de l'Est et même du sud de l'Inde, amené par les engagés indiens dans les plantations. Pareil pour la Guadeloupe, si on pense au Gros Cas. Et la chanson contestataire reste tout à fait en dehors des études, alors qu'elle constitue un incroyable corpus au niveau national et international, et qui nous permet de voir d'incroyables circulations. Ces chants protestataires n'ont pas de frontières, eux, ils circulent beaucoup plus librement que même la musique classique, d'une certaine manière. Ils sont repris, réadaptés, et chantés dans les langues des personnes qui les chantent. Évidemment, il y a des études d'ethnomusicologues, mais il faut aussi peut-être sortir de l'ethnomusicologie et de rentrer aussi dans d'autres aspects de cette musique qu'offre cette musique. C'est aussi un corpus théorique de l'émancipation qui aurait autant droit d'être à côté de grands textes théoriques de l'émancipation. Pour moi, ce qui est fort dans ces chants, c'est la joie, l'espoir qu'ils expriment, cette présence collective où toutes ces voix se font une voix et tout d'un coup, parfois, des chants dont les paroles s'écrivent spontanément au même moment. Je pense aux chants au début de la révolution syrienne, c'est sur des rythmes dit-on traditionnels, dirions-nous, traditionnels, même si j'aime pas ce terme, et sur lesquels des phrases sont posées et que tout le monde se met à chanter. Et une des chants qui était connue, c'est Va-t'en Assad, il est temps de partir. Il y a toujours des tentatives de réappropriation, mais il y a toujours des possibilités de lui redonner cette dimension radicale. C'est comme si quelque chose quand même dans le chant, dans le fait de chanter aussi ensemble, hein, c'est pas le chant simplement écrit, mais dans le fait de chanter ensemble, quelque chose échappait malgré tout au fait que ça soit joué par la police militaire ou l'armée donne soin. Non, il y a quelque chose qui, quand ça part, qui reste là, impossible à enfermer, à emprisonner. C'est les chants qu'on entendait parfois dans les prisons, pendant la guerre d'Algérie, quand un prisonnier algérien était emmené à la guillotine. Les chants s'élevaient depuis les cachots des autres prisonniers algériens pour accompagner et qui sont des chants qui parfois ont été repris par le gouvernement et pour les institutionnaliser, mais qui restent porteurs de quelque chose de plus fort. L'association Décoloniser les arts a été créée en 2015 à la suite de constats que nous avions fait, plusieurs d'entre nous, des artistes dans le théâtre, la danse, la photographie. D'une part que dans les directions
des institutions culturelles et artistiques sont des hommes blancs, en grande majorité, pratiquement partout. Que l'enseignement néglige énormément de récits, de narrations autres. Donc il y a toute une série de choses à faire pour décoloniser les arts. Le monde culturel bénéficie d'un a priori plutôt positif, c'est-à-dire c'est vu comme un monde progressiste, plutôt ouvert, et c'est en partie vrai. Mais du coup, bénéficiant de cet a priori, ça lui évite un peu de regarder ce qui pourrait faire problème. Et c'est ça qu'on pose, c'est le fait qu'existe dans ce monde en fait des idées encore racistes et misogynes et de classe, et que ça reste un monde élitiste, blanc, souvent sexiste, et que quand même il serait vraiment temps de changer cela.